Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous proposer aujourd'hui, comme convenu, un cours enregistré et déposé sur le site. Alors, je l'avais annoncé, nous allons commencer aujourd'hui un nouveau chapitre, éléments de sémantique lexicale. Ce sera le chapitre d'application principal. Vous voyez que compte tenu du plan que j'ai donné jusqu'à présent, l'idéal serait de travailler à la fois sur la sémantique grammaticale, sur la sémantique lexicale, sur la sémantique des phrases, des textes, etc. Mais comme nous n'avons pas le temps de tout faire, je me concentre sur la sémantique lexicale. S'il me reste du temps, mais compte tenu de la situation actuelle, j'en doute un peu, on travaillera un petit peu sur la sémantique grammaticale également. Alors je commence aujourd'hui donc ce chapitre sur la sémantique lexicale avec ces 4 points que j'avais annoncés. Tout d'abord, nous allons examiner le problème de la frontière entre sémantique lexicale et sémantique grammaticale. J'ai pour l'instant considéré que, au fond, cette distinction était évidente, hein, mais on va voir qu'il y a tout de même quelques petites précautions à prendre. On verra ensuite comment définir l'unité lexicale et également comment décrire les différentes unités composantes ou les différents composants de l'unité lexicale. Le point suivant sera sur la formation de l'unité lexicale, mais cela nous le verrons dans un cours ultérieur. Alors, je commence donc par cette question de la distinction entre sémantique lexicale et sémantique grammaticale. Traditionnellement, les éléments que nous plaçons dans le domaine, disons, de la sémantique lexicale sont le nom, le verbe, l'adjectif et l'adverbe, ou les noms, les verbes, les adjectifs, les adverbes, donc qu'on considère comme étant les mots lexicaux. Et la sémantique grammaticale couvre l'étude des mots grammaticaux, donc les déterminants, les conjonctions, les pronoms et les prépositions, mais également des morphèmes, donc qui ne sont pas autonomes, morphèmes flexionnels, par exemple donc les morphèmes de genre ou de nombre, ou bien les morphèmes dérivationnels, préfixes ou suffixes. Bon, je n'insiste pas, je suppose que tout le monde sait de quoi il s'agit lorsqu'on parle de déterminants, de conjonctions. Les conjonctions comprennent, je le rappelle, à la fois les conjonctions de subordination et les conjonctions de coordination. Donc conjonctions de subordination qui introduisent les subordonnés du type que, lorsque, parce que, puisque, etc. Ou bien si, encore, dans une phrase comme si j'étais riche, je changerai d'ordinateur. Bon, donc ainsi qui introduit l'hypothèse, et puis les conjonctions de coordination, et, ou, etc. Bon, les pronoms du type pronom personnel, il, elle, et pronoms possessifs, démonstratifs, etc. Les prépositions, les principales prépositions en français sont à et de, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres, contre, sur, pour, etc. Et puis, je l'ai dit, morphèmes flexionnels et dérivationnels. Alors, cette distinction, enfin disons ce partage entre sémantique lexicale et sémantique grammaticale, grosso modo, globalement, il est assez juste. Hein. On ne peut pas complètement l'éliminer, mais il comporte des zones de flou. Alors pourquoi? Eh bien, pour toutes sortes de raisons qui sont indiquées ici. D'une part, on considère que les noms font partie de appartiennent au champ de la sémantique lexicale, mais certains noms sont grammaticalisés. Hein. C'est un phénomène dont je n'aurai pas l'occasion de parler aujourd'hui, mais qui est un phénomène très important en linguistique qu'on appelle la grammaticalisation, c'est-à-dire le fait qu'un mot lexical devient dans l'histoire un mot grammatical. Par exemple, vous savez peut-être que le pas dans la négation ne pas, par exemple, il ne travaille pas, eh bien, cette négation, pas, enfin ce deuxième élément de la négation, pas, vient historiquement du substantif pas,
qu'on trouve dans une phrase comme je fais un pas, je fais deux pas en direction de tel ou tel endroit. Bon. Donc on a bien dans ce cas-là un non-pas, un substantif, hein, un pas, le pas, qui est devenu un mot grammatical pas. Donc dire que les noms appartiennent à la sémantique lexicale, c'est juste globalement, mais attention, dans certains cas, dans l'histoire des langues, un nom en tant que mot lexical peut devenir un mot grammatical. Ensuite, le cas des verbes. Alors, oui, les verbes sont généralement des mots lexicaux lorsque, en particulier, ils décrivent des actions, des phénomènes, des événements. Hein, marcher, travailler, dormir, partir, etc., etc. Mais vous allez avoir aussi des emplois de certains verbes, comme être, avoir, faire, aller, qui ne vont plus du tout fonctionner comme des verbes décrivant une action. Par exemple, aller. Si vous dites je vais au marché, bon, là, en effet, aller signifie se déplacer pour aller, enfin, un sens de déplacement, est bien un mot lexical. Mais si vous utilisez aller au sens du futur proche, comme dans il va partir, hein, au sens de, donc il va partir au sens de il est sur le point de partir. Eh bien, dans ce cas-là, aller n'est plus un mot lexical. Il sert à exprimer un aspect qui est l'aspect donc du futur proche. De même que, par exemple, le verbe être sera un verbe signifiant exister dans je pense donc je suis. Hein. Mais si vous utilisez le verbe être comme auxiliaire pour conjuguer le participe passé, comme dans il est sorti, eh bien, dans ce cas-là, être devient un mot grammatical qui sert à effectuer une conjugaison et n'est plus un mot lexical. Alors, on peut avoir un raisonnement d'un genre analogue avec les adjectifs ou les adverbes. Par exemple, pour les adjectifs, hein, certes, quand ils décrivent des propriétés comme grand, petit, lourd, léger, etc., ils sont à coup sûr des éléments lexicaux, des mots lexicaux. Mais certains adjectifs ont un sens grammatical. Autre est un adjectif. Bon, on peut hésiter hein, entre la catégorie déterminante et la catégorie adjectif, mais beaucoup d'auteurs placent autre dans la catégorie de l'adjectif, autre dans une autre histoire, par exemple, ou bien les ordinaux, hein, le premier homme, le deuxième homme, etc., la première fois, etc., eh bien, dans ces cas-là, on a des adjectifs qui ont un sens plutôt grammatical que lexical, hein, bien sûr. Ces mots, comme autre, ou première, deuxième, etc., ne décrivent pas une propriété à proprement parler de l'élément auquel ils se rapportent. Et puis, enfin, on a des adverbes. Alors, les adverbes qui sont des mots lexicaux lorsque, typiquement en français, ils sont les adverbes en ment, comme rapidement, lentement, courageusement, etc. Mais des adverbes comme si ou très, il est si grand qu'il ne passe pas sous la porte, il est très intelligent, etc. Bon, eh bien, dans ce cas-là, on a affaire à des mots qui sont simplement des marqueurs d'intensité, si ou très, et ils sont des mots grammaticaux, ils ne décrivent plus une façon de faire une certaine action. Hein. Bon, on le verra dans une citation dans quelques instants, l'adverbe bien, dans certains emplois, est un mot lexical, mais dans d'autres emplois, il est un mot grammatical. Bon. Donc, tous les mots lexicaux, au fond, peuvent se retrouver dans des situations où ils vont devenir potentiellement des mots grammaticaux. Donc, vous voyez que la frontière n'est pas stricte. On ne peut pas dire qu'il y a catégorie de mots qui est forcément, toujours, hein, constamment, un mot lexical. Ensuite, on a le phénomène inverse du côté de la sémantique grammaticale. Donc, les déterminants relèvent
en général, hein, les déterminants comme les articles, les déterminants possessifs, démonstratifs, etc., relèvent généralement de la sémantique grammaticale. Mais lorsque vous avez des déterminants complexes comme une foule de, une troupe de, une masse de, vous voyez que la frontière entre le lexical et le grammatical se complexifie un petit peu, puisque ce sont des déterminants, certes, une foule de, une masse de, une troupe de, des déterminants qu'on appelle complexes, des déterminants indéfinis complexes, hein, mais qui ont pour noyau, au fond, un nom, bon, comme foule, ou masse, ou troupe. Donc, dans ce cas-là, on a quand même, certes, un mot qui a un statut grammatical, mais dont le noyau est lexical tout de même si ce mot lexical n'a plus vraiment son sens originaire. Pour les conjonctions, on a un phénomène similaire. Les conjonctions sont comme une conjonction comme que ou comme si. Dans les exemples que je donnais tout à l'heure, non pas le si adverbe d'intensité, hein, non, il est si grand que, etc. Mais, enfin, il est. Mais le si qui introduit une hypothèse. Hein, par exemple, si je travaille correctement, je vais réussir. Bien. Donc, dans ce cas-là, que aussi sont à coup sûr des mots grammaticaux. Mais on a des locutions conjonctives, à condition que, par exemple, hein, ou qui sont construites, là, un peu comme dans le cas d'une foule de, une troupe de, une masse de, ces locutions conjonctives sont construites à partir d'un nom qui est le noyau de la locution, hein, et qui est un mot lexical, lui, au départ. Bien. Donc, là aussi, on a une complexification de la relation entre, enfin, disons, une porosité, si vous voulez, hein, de la frontière entre sémantique lexicale et sémantique grammaticale. Dans le cas des pronoms, alors là, c'est assez difficile de trouver des emplois des pronoms qui seraient lexicaux, sauf lorsque vous utilisez des expressions comme le moi ou le je, où là, le pronom, grâce à l'article, est entièrement devenu un nom. Hein. Enfin, c'est pas tout à fait qu'il est devenu un nom, c'est que le pronom précédé de le forme un groupe nominal. Le je, le moi sont des groupes nominaux, et donc par déduction, si l'on veut, dans ces groupes nominaux, dans ces groupes nominaux, les éléments je ou moi prennent un statut de nom. Hein. Bon, donc, mais ça marche avec n'importe quoi. Ça peut marcher aussi avec les prépositions. Dès que vous placez un article devant n'importe quel mot, l'ensemble devient un groupe nominal. Donc, le mot qui suit l'article prend un statut de nom. Alors, dans le cas des prépositions, on peut faire le même raisonnement qu'avec les conjonctions. Oui, les prépositions sont généralement des mots grammaticaux, mais vous avez des locutions prépositionnelles qui incluent un mot lexical. Et donc, là encore, on a petite difficulté à maintenir strictement la frontière entre mots lexicaux et mots grammaticaux. Bon, quant aux morphèmes flexionnels et aux morphèmes dérivationnels, eh bien, là, les morphèmes flexionnels, il n'y a pas de difficulté, ce sont toujours des éléments grammaticaux. Dans le cas des morphèmes dérivationnels aussi, la plupart du temps, sauf que dans certains cas, vous pouvez avoir, par exemple, des préfixes qui ont une valeur lexicale, comme euro, hein, dans eurodéputé, ou on a, voilà, là, un élément de préfixation qui a aussi une valeur lexicale. Il y a un certain nombre de cas comme ça, mais enfin, c'est aussi assez marginal. Bien, donc, ces quelques exemples visent à vous montrer que cette frontière, cette opposition entre sémantique grammaticale et sémantique lexicale est plus complexe que ce que l'on pourrait peut-être croire de prime abord. Elle est plus complexe, mais ça ne signifie pas non plus qu'elle est complètement détruite, cette distinction. Hein. On a besoin de cette distinction entre le lexical et le grammatical. Mais vous voyez que c'est plutôt une distinction en termes de polarité. Hein. Il y a une tendance, il y a des mots qui ont tendance à être plutôt lexicaux et d'autres qui ont tendance à être plutôt grammaticaux. Ce ne sont pas deux catégories complètement séparées,
entièrement, comment dire, étanches l'une à l'autre. Donc il y a un passage possible, constant, pour presque toutes les classes de mots, entre le lexical et le grammatical. Alors, on a quand même un certain nombre de critères qui permettent de distinguer mots lexicaux et mots grammaticaux. Les mots grammaticaux sont un inventaire clos, alors que les mots lexicaux sont un inventaire simplement limité. Donc on peut, vous le savez bien sûr, inventer la langue peut accueillir de nouveaux mots lexicaux, mais il est assez rare qu'elle accueille de nouveaux mots grammaticaux. Alors, ça peut arriver du côté des locutions, par exemple. Par exemple, si vous prenez, pour donner un exemple de création relativement récente, on trouve beaucoup, en particulier sous la plume des jeunes gens, la locution, enfin une construction qu'on peut considérer comme une locution adverbiale, comme au final. Au final, pour dire finalement. Bon. On peut considérer que c'est une sorte de locution adverbiale. Bon, bah, au final, en tant que locution adverbiale, est une invention récente. C'est quelque chose, normalement on dit au total à la rigueur, ou bien finalement, mais au final, il y a quelques années, on ne l'entendait absolument pas. Donc, dire que les mots grammaticaux sont en inventaire clos, c'est un petit peu trop strict, c'est pas tout à fait clos, mais c'est quand même beaucoup plus limité que l'inventaire des mots lexicaux, qui lui peut s'enrichir des nouveautés techniques. Vous voyez, par exemple, dans les 30 dernières années, le vocabulaire de l'informatique c'est évidemment développé d'une manière spectaculaire. Là, on a clairement un inventaire très ouvert, enfin assez ouvert, disons, qui par principe peut toujours accueillir des éléments nouveaux. Bon, donc ça fait quand même une différence, mais voyez là encore une différence de tendance entre les mots grammaticaux et les mots lexicaux. C'est sûr qu'on ne va pas inventer de nouveaux articles, de nouveaux pronoms, etc. Sauf peut-être, alors, mais c'est un cas très particulier, dans la perspective, vous savez, du français inclusif, où on cherche parfois, enfin un certain nombre de personnes cherchent des formes grammaticales qui soient non marquées ni en masculin ni en féminin. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de la forme iel, qui mélange il et elle, pour éviter de faire un choix binaire entre le masculin et le féminin. Bon, donc là, on aurait dans ce cas-là un cas d'invention d'un nouveau mot grammatical. Mais ce nouveau mot grammatical, il circule dans une sphère assez limitée de la population. Bon, il est difficile de dire s'il pourra s'étendre, c'est assez douteux, mais pourquoi pas, après tout, on ne peut jamais rien interdire dans l'évolution des langues. C'est difficile de prévoir en tout cas, mais enfin, on a quand même quelque chose de beaucoup plus clos du côté des mots grammaticaux que du côté des mots lexicaux, par rapport aux mots lexicaux. Autre distinction, les mots grammaticaux sont des mots outils ou sémantiquement légers, c'est-à-dire leur sens est grammatical, mais ça c'est redondant de dire ça. On dit parfois subduit, mais ça, cette notion subduit, je ne vais pas l'expliquer en détail pour l'instant. C'est une notion qui vient de la linguistique de Gustave Guillaume et de la notion de subduction. Subduction qui indique une sorte d'évidement sémantique du mot. Ou bien parfois, même certains auteurs parlent de mots vides pour les mots grammaticaux, alors que les mots lexicaux seraient, eux, des mots pleins ou non subduits. Alors, par exemple, un linguiste comme Teillière, qui utilisait cette distinction entre mots pleins et mots vides, ce qui ne veut pas dire du tout que les mots grammaticaux sont complètement vides de sens. Bien sûr, ils véhiculent du sens. Mais ils sont vides au sens où ils n'ont pas de contenu lexical. Donc, par exemple, si vous faites un télégramme, le télégramme, évidemment, aujourd'hui, c'est quand même une notion qui est
oublié. Je rappelle donc pour ceux ou celles qui ne sauraient pas du tout, les télégrammes c'était un système de communication dans lequel on dictait à un employé un message et le message était transmis très rapidement par téléphone, je crois, au destinataire. Bon, par téléphone et on réécrivait le message. Disons l'opérateur téléphonique du côté de la réception réécrivait le message et le transmettait ensuite au destinataire. Ben, alors, la particularité des télégrammes, c'est qu'ils étaient payants en fonction du nombre de mots. Donc on limitait le nombre de mots au minimum. Donc par exemple, au lieu de dire j'arrive à la gare de l'Est à midi, on écrivait arrive gare Est midi. Bon. Donc vous comprenez que, vous voyez bien que la phrase arrive gare Est midi, on comprend la phrase. Hein, elle n'est pas, évidemment, elle n'est pas grammaticale, mais on comprend parce que son contenu sémantique est complet, disons, et on déduit les relations grammaticales du sens des mots qui sont employés. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'il y a d'un côté des mots pleins et des mots vides, c'est que les mots grammaticaux ne sont pas toujours absolument indispensables à la compréhension du sens. Bon, bien sûr, ils sont très souvent indispensables, mais on peut parfois s'en passer, ce que montre ce petit exemple donc, des télégrammes. Donc on a, du point de vue de la, si vous voulez, de la nature du sens, hein, un sens qui serait plus abstrait, on pourrait dire aussi, hein, moins descriptif. C'est du côté des mots grammaticaux, puis un sens plus plein, plus concret, plus concret. Le mot n'est pas tellement acceptable, parce qu'il y a des mots lexicaux qui sont abstraits, bien sûr, hein, comme, je ne sais pas moi, démocratie, par exemple, c'est un mot lexical qui est abstrait. Bien, mais en tout cas, il y a un sens descriptif. Alors c'est ce qu'indique le troisième critère. On a d'un côté, du côté des mots grammaticaux, des marqueurs relationnels qui ont un sens instructionnel, et de l'autre côté, des unités autonomes qui ont un sens référentiel. Donc les mots lexicaux, ils ont un sens référentiel, je viens de le dire sous une autre forme, c'est-à-dire qu'ils ont un sens descriptif, ils décrivent quelque chose qu'on peut déployer dans la réalité ou dans l'imaginaire, et ce sont des unités autonomes. Tandis que les mots grammaticaux servent à employer les mots lexicaux. Hein. Donc c'est pour cela qu'on dit qu'ils ont un sens instructionnel. Ils donnent des instructions sur l'emploi des mots lexicaux. Par exemple, une préposition comme de, si je dis l'ordinateur de mon frère, eh bien, le mot de indique que frère est le possesseur de l'ordinateur, par exemple. Hein. Donc, les mots grammaticaux donnent des instructions sur l'utilisation, la mise en relation des mots lexicaux. C'est pour cette raison aussi puisque ces mots grammaticaux sont des indicateurs de mise en relation des mots lexicaux, c'est pour cette raison donc qu'on parle de marqueurs relationnels. Bien. Alors, je vais vous donner deux citations de Bernard Victory, tirées d'un article paru dans Langage en 1999, intitulé Le sens grammatical, et qui montre bien, disons, la complexité de cette distinction entre lexical et grammatical à partir de l'exemple du mot bien. Alors, on peut lire la citation. Dans le cas de bien, par exemple, ce découpage, donc j'ai ajouté là entre le lexical et le grammatical, ne correspond pas à une classification sur une base sémantique. On aurait plutôt tendance à opposer du côté lexical la valeur de possession, donc un bien, de satisfaction, cela fait du bien, et la valeur éthique que l'on retrouve aussi bien dans le nom faire le bien, l'adjectif c'est un type bien, et certains emplois adverbiaux, il s'est très bien comporté. Donc dans tous ces cas, vous voyez, le mot bien a une valeur lexicale parce qu'il renvoie à une valeur
qu'on peut décrire comme étant l'idée, la notion de possession, de satisfaction ou ou cette valeur morale donc qu'on a dans faire le bien, un type bien, bien se comporter. Donc tous ces emplois de bien sont du côté lexical. Et puis du côté grammatical, on a les valeurs de degré. Il a bien bu. Il a bien bu. Ou il a bien, il a bien mangé. Ça ne signifie pas le bien dans il a bien mangé ou il a bien bu n'a pas le même sens que dans il s'est bien comporté. Bon, tout simplement parce qu'il a bien mangé signifie il a beaucoup mangé. Hein. On dirait ça d'un enfant, mais on ne dirait pas qu'il a mangé d'une manière bonne, au sens où on dirait il s'est comporté d'une manière morale. Hein. Ça n'est plus du tout le même sens du mot bien. C'est un pur indicateur d'intensité de degré. Ou bien, lorsqu'on a le renforcement d'une assertion, c'est bien son écriture. Hein. C'est son écriture. Bien signifie simplement qu'on renforce l'assertion. On dit c'est son écriture, et je confirme que oui, c'est effectivement son écriture. Donc on a ici une valeur peut-être plutôt grammaticale, bien que, vous voyez, on puisse faire commuter bien par effectivement. Bon. Une concession, j'écrirais bien, mais... donc voilà, on pourrait discuter, mais dans ces cas-là, en tout cas dans le premier est très très évident, le mot bien a plutôt une valeur grammaticale qu'une valeur lexicale. D'où l'idée suivante, hein, qui consiste à distinguer, enfin à poser, disons, deux grands principes sur cette distinction entre lexical et grammatical. Cette distinction lexicale-grammaticale n'est pas une propriété binaire, hein, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais plutôt un gradient le long d'un continuum, donc c'est-à-dire un degré. Hein, il y a des degrés dans un continuum qui va, par exemple, du plus grammatical au plus lexical. Hein, et puis les mots vont se situer à une certaine position de ce continuum, avec ces deux polarités du lexical et du grammatical. En donner une bonne définition ne consiste pas forcément à privilégier l'un des critères possibles, de manière à fixer une frontière précise dans ce continuum. Au contraire, une bonne définition, donc une bonne définition toujours de cette distinction lexicale-grammaticale, doit rendre compte du caractère graduel de cette propriété et expliquer pourquoi toute dichotomie comporte inévitablement une part d'arbitraire. Donc on verra notamment que dans la perspective guillaumienne, la notion de subduction permet précisément une description qui permet de rendre compte de ce continuum. Bon, deuxième principe, il ne s'agit pas d'une propriété qui doit être attachée à une unité en tant que telle, mais plutôt à certains emplois d'une unité. Une même unité peut jouer un rôle plus ou moins grammatical ou lexical, selon les énoncés dans lesquels elle s'insère. Bien sûr, il faut rendre compte aussi du fait que certaines unités ne permettent que des emplois d'un certain type, et que certaines autres exhibent une tendance plus prononcée vers l'un ou vers l'autre des pôles. On l'a dit tout à l'heure, hein, les pronoms, par exemple, sont presque toujours d'emploi grammatical. Alors, bon, et les adverbes, typiquement, alternent entre les deux pôles. Mais il n'y a aucune raison de postuler une homonymie, du moins sur la base de cette seule distinction, même quand l'unité peut changer de catégorie grammaticale suivant ses emplois. Alors, pourquoi Victory dit-il qu'il n'y a aucune raison de postuler une homonymie? Postuler une homonymie serait, par exemple, dans le cas de bien, dire qu'il y a deux mots bien homonymes qui n'ont aucun rapport au fond de sens l'un avec l'autre. Par exemple, le bien de l'intensité, dans « il a bien mangé », et le bien moral, dans « il s'est bien comporté ». Bon. Donc, on aurait deux homonymes, c'est-à-dire deux mots qui ont le même signifiant, mais des signifiés complètement différents. Bon, je reviendrai plus tard sur cette distinction homonymie-polysémie, qui est quand même assez élémentaire et que vous connaissez sans doute, mais voilà. Donc, l'idée ici, c'est de dire qu'on a bien... on reste bien dans le cadre de la polysémie, hein, mais la polysémie doit inclure la possibilité que
les emplois des mots deviennent des emplois plus ou moins grammaticaux ou plus ou moins lexicaux. Bien, alors, nous venons de voir donc cette frontière entre unité lexicale et unité grammaticale. Maintenant, on va se demander, on va se poser la question de l'unité lexicale elle-même. Bon, donc une fois admis que la frontière entre lexique et grammaire est floue, on a quand même du côté des mots lexicaux, disons d'une manière canonique, hein, les noms, les verbes, les adjectifs, les adverbes, sauf les adverbes grammaticaux, comme si, la négation, les adverbes d'intensité, trait, etc. Bon. Donc ça nous donne quand même ça, les mots lexicaux de base, sans jamais oublier que la frontière lexicale, grammaticale, comme on vient de le voir, peut être plus compliquée. Alors il y a ensuite le problème du figement, ce qu'on considère comme étant le problème du figement, qui concerne non seulement les unités lexicales, hein, qu'on va abréger désormais en UL, unité lexicale, et UG pour unité grammaticale. Bon, le problème du figement concerne aussi les unités grammaticales, hein, les locutions par exemple, mais je ne vais pas en parler puisque je me concentre dans cette partie sur les unités lexicales. Alors prenons ces exemples hein, que j'ai déjà donnés, une table ronde au sens d'une réunion, ou casser sa pipe au sens de mourir. Hein. Pour les étudiantes étrangères, casser sa pipe, c'est une expression peut-être beaucoup moins courante aujourd'hui, mais il a cassé sa pipe, ça veut dire il est mort. Hein. C'est donc là un sens qu'on ne peut pas deviner à partir du sens de casser et de pipe. Vous voyez que on ne peut pas déduire le sens de l'expression à partir des unités composantes. Hein. Bien sûr, on peut relier, c'est-à-dire que casser sa pipe, l'idée de casser et l'idée de mort sont reliées, d'accord? Mais il est impossible, si on ne l'a pas appris, de deviner que, même si on connaît le sens de casser et le sens de pipe, de deviner que casser sa pipe est une expression qui signifie mourir. Bon, une table ronde qui désigne une réunion, là aussi, il faut le savoir, on ne peut pas le deviner. Une fois qu'on le sait, c'est assez cohérent, hein, mais c'est un figement au sens où on a donc une unité qui, enfin, disons, un ensemble de mots dont le sens global, hein, le sens global de une table ronde et le sens global de casser sa pipe, ne peut pas être entièrement déduit du sens des unités qui le composent. C'est-à-dire qu'on a dans ces cas-là une complexification de la notion de compositionnalité. Hein, puisque, je vous le rappelle, la compositionnalité, c'était l'idée dont on a besoin, hein, qui n'est pas éliminée pour autant. C'est l'idée que le sens d'une phrase se déduit, la compositionnalité appliquée au niveau de la phrase, mais ça peut être appliqué au niveau de n'importe quel groupe ou de n'importe quel syntagme. La compositionnalité, ça signifie que le sens global d'une unité se déduit du sens des unités constituantes. Bon. Là, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Hein. On vient de le voir, une table ronde casser sa pipe, le sens global des unités ne peut pas être directement déduit du sens des unités qui le composent. C'est précisément ce qu'on appelle les expressions figées, les phrasèmes, on appelle ça aussi des phrasèmes. Bon, ce qui m'importe pour l'instant, c'est de vous faire remarquer que casser sa pipe, c'est un seul verbe. Hein. C'est un verbe, au fond. C'est l'équivalent de mourir. Organiser une table ronde, c'est organiser une réunion. Donc, table ronde ou casser sa pipe sont l'équivalent d'un mot unique. On a donc une unité lexicale, table ronde, ou casser sa pipe, donc table ronde qui est l'équivalent d'un nom, casser sa pipe qui est l'équivalent d'un verbe. C'est une unité lexicale, mais qui est composée de plusieurs mots. Et c'est pour cette raison qu'on parle d'unité polylexicale. Donc, on va utiliser plutôt le terme d'unité lexicale pour désigner ces éléments observables. On dira qu'il y a des unités monolexicales lorsque l'unité lexicale est composée d'un seul mot, et d'unités polylexicales
lorsque l'unité lexicale est composée de plusieurs mots. Donc, on réserve la notion de mot, comme c'est le cas d'ailleurs de l'usage courant, hein, à l'unité graphique. Un mot, c'est une unité graphique, c'est-à-dire un ensemble à l'écrit, hein, je le dis à l'écrit, c'est plus simple, mais un ensemble de graphèmes séparés par un blanc, hein, donc d'un autre ensemble. Mais il se trouve que le mot ne coïncide pas toujours avec l'unité lexicale. Hein. Certaines unités lexicales comportent plusieurs mots, d'autres comportent un seul mot. Alors, c'est aussi une unité au sens cognitif. On a pu montrer qu'on stocke dans la mémoire en une seule unité les unités polylexicales. Hein. Bien, alors, pour savoir si un groupe de mots est figé ou pas, on dispose d'un certain nombre de critères. Alors, je vais vous en donner une liste assez complète avec un exemple de construction verbale. Et je vous renvoie à cet article de Salamejri de 2005, dont vous avez pour lequel j'ai indiqué le lien ici, dans la revue Lynx, qui donne d'autres détails sur ces critères du figement. Alors, prenons l'exemple donc de casser sa pipe. Premier critère, la variation de la personne et du nombre du possessif. Donc à partir de il a cassé sa pipe, on peut dire Luc et Max ont cassé leur pipe. Donc là ça marche, on peut faire varier la personne et le nombre du possessif. Est-ce qu'on peut faire varier le mode du verbe? Je crains que Max n'ait cassé sa pipe, en cassant sa pipe, Max a sauvé ses complices. On peut très bien faire varier le mode du verbe. Est-ce qu'on peut employer des adverbes de temps? Max va casser sa pipe dans peu de temps, ça marche. Est-ce qu'on peut insérer des éléments entre le verbe et le complément? Nous casserons tous notre pipe un jour, donc là on a inséré tous entre le verbe et notre pipe, entre le verbe casser et notre pipe, ça marche. Max a bêtement cassé sa pipe, ça marche. La pronominalisation, bon là c'est déjà plus douteux. Est-ce qu'on peut dire Luc a cassé sa pipe et tu la casseras un jour aussi? C'est très bizarre. On a mis un point d'interrogation ici, mais bon, c'est vraiment très très douteux. Donc vous voyez que là on commence à entrer dans les critères qui montrent qu'il y a un blocage. Hein. Tous les critères précédents montrent qu'il y a une certaine possibilité de modifier l'expression figée. Hein, puisque quand on parle d'expression figée, on donne bien l'idée que cette expression, on ne peut pas la changer. Hein, c'est un peu le principe d'une expression, elle est figée, elle reste tout le temps pareille. Mais en fait, quand on examine ces expressions du point de vue linguistique, on se rend compte que cette notion de figé, elle est très relative. Hein. Il y a des degrés de figement. Donc il y a certaines transformations qui sont possibles et d'autres qui ne le sont pas. Bon, là, les 4 premières transformations sont possibles. La 5e commence à être difficile. Et la 6e, c'est-à-dire substitution d'un verbe synonyme au verbe casser, eh bien là, ça n'est plus du tout possible. On ne peut pas dire Max a rompu sa pipe. Hein. Alors que si vous utilisez le verbe casser dans un emploi qui n'est pas un emploi figé, par exemple, je ne sais pas moi, il a cassé un morceau de bois, bon, eh bien vous pouvez dire il a rompu ou il a brisé un morceau de bois. Vous pouvez bien sûr changer le verbe, mais quand vous êtes dans une expression figée, cette variation est impossible. Alors, voyons les autres critères. Est-ce que le deuxième le deuxième mot constitutif de l'unité polylexicale, c'est-à-dire en l'occurrence ici pipe, peut être remplacé par un synonyme? Bah, pas plus. Hein. On ne pourrait pas dire Max a cassé son brûle-gueule. Alors je dis brûle. On a ici cet exemple brûle-gueule qui est un vieux mot pour désigner la pipe, mais on ne pourrait pas non plus remplacer par Max a cassé sa cigarette, par exemple. Bon, donc c'est absolument impossible de remplacer un mot par un synonyme. Alors que si on imagine une phrase où il a cassé sa pipe, où vraiment la pipe a été... une personne, Max, a une pipe, il l'a échappée, elle s'est cassée en deux par terre. Bon, bah, on pourrait très bien dire
il a cassé son brûle-gueule, il a cassé sa cigarette. Moi, supposer que ce soit possible, c'est un peu bizarre, mais voilà, la substitution synonymique serait possible. Ensuite, le non-respect de la coréférentialité du pronom au sujet. Donc, quand on a l'expression Max a cassé sa pipe, en fait, là, l'expression pronom est malheureuse. Bon, je l'ai reprise parce qu'elle est indiquée comme ça dans l'article de référence, mais en réalité, c'est pas on pourrait donner un pronom. Il a cassé la sienne, il a cassé les leurs, etc. Mais en l'occurrence ici, c'est le déterminant, leur pipe, qui est en jeu. Hein. Donc Max a cassé leur pipe, c'est impossible, hein, on ne peut pas... on a l'obligation que le déterminant possessif son renvoie à la personne du sujet. On ne peut pas dire pour tuer quelqu'un, si Max a tué quelqu'un, on ne peut pas dire qu'il a cassé leur pipe. Est-ce qu'on peut mettre des modifieurs, c'est-à-dire est-ce qu'on peut modifier pipe? Max a cassé sa vieille pipe, ça ne marche pas, on ne peut absolument pas faire cette modification. C'est la même chose, je ne le dis pas mais, à chaque fois, mais vous pourriez faire le même type de raisonnement avec table ronde, ou avec une autre expression très figée comme un cordon bleu au sens d'un cuisinier, hein, ou une bonne cuisinière. Je vous ai déjà donné cet exemple. On ne pourrait pas dire c'est un cordon très bleu pour dire c'est un très bon cuisinier. Hein. Ou on ne peut pas dire j'ai organisé une table très ronde. Ça ne marcherait pas. Hein. Donc on ne peut pas introduire des modifieurs. Le clivage, on ne peut pas non plus, à partir de Max a cassé sa pipe, dire c'est sa pipe que Max a cassée. La passivation, l'interrogation, la relativisation, qui est nommée ici relativation, je passe, bon, c'est la même chose, hein. Tous ces critères sont bloqués, en fait, enfin toutes ces transformations plutôt sont bloquées. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, une unité polylexicale, on appelle cela aussi un phrasème. Alors, je vais vous donner, pour terminer sur ce point, quelques exemples de cas où on voit bien qu'il y a des degrés de figement. Alors, quand vous comparez trois expressions comme faire la pluie et le beau temps, casser sa pipe ou enterrer la hache de guerre. Bien. Alors, faire la pluie et le beau temps, vous pouvez accepter la transformation avec c'est la pluie et le beau temps qu'ils font. Alors que pour casser sa pipe, on a vu que ça n'était pas possible, on ne peut pas dire c'est sa pipe qu'il a cassée. Et pour enterrer la hache de guerre, on pourrait le dire. C'est la hache de guerre qu'ils ont enterrée. Je le précise, enterrer la hache de guerre, je le précise pour les étudiantes et étudiants étrangers, c'est une expression en français qui signifie faire la paix. Hein. Enterrer la hache de guerre, c'est se réconcilier, faire la paix. Bon. Faire la pluie et le beau temps, je le précise aussi, à toutes fins utiles, c'est l'idée, alors comment dire cela? Faire la pluie et le beau temps, c'est avoir beaucoup de pouvoir et être capable par soi-même d'avoir une action sur toutes sortes comment dire, par exemple un homme politique ou un maire, on pourrait dire qu'il fait la pluie et le beau temps parce que c'est lui qui a le pouvoir de changer un certain nombre de choses dans la ville, par exemple. Bon. Donc, la première transformation est possible pour faire la pluie et le beau temps et pour enterrer la hache de guerre, mais pas pour casser sa pipe. Donc ça montre déjà que casser sa pipe, sur ce critère-là, est plus figé que faire la pluie et le beau temps ou enterrer la hache de guerre. Ensuite, est-ce qu'on peut mettre au passif? La pluie et le beau temps sont faits par eux. Hein. Ils font la pluie et le beau temps. La pluie et le beau temps sont faits par eux. Non, on ne pourrait pas le dire. Pour casser sa pipe, on ne peut pas non plus, on l'a déjà vu. En revanche, la hache de guerre a été enterrée, on pourrait le dire. Donc on voit se dessiner l'idée que dans l'ordre, on va avoir cassé sa pipe qui va être le plus figé, faire la pluie et le beau temps qui va être un peu moins figé que casser sa pipe, et puis enterrer la hache de guerre qui sera l'expression la moins figée des trois. Dernier critère, faire la pluie et le beau temps transformé en négation.
ils ne font pas la pluie et le beau temps, c'est possible. Il n'a pas cassé sa pipe, c'est possible. Ils n'ont pas enterré les haches de guerre. Donc ça, la négation dans les 3 cas, il est possible. Alors, dernier critère donc, qui va faire la distinction, l'interrogation. Que font-ils? Ils font la pluie et le beau temps. Donc ça marche. Qu'a-t-il cassé sa pipe? Ça n'est pas possible. Qu'ont-ils enterré la hache de guerre? C'est possible. Donc on a la confirmation du fait que les expressions les moins figées ou les moins arbitraires, l'expression des 3 la moins figée ou la moins arbitraire, si on veut, arbitraire, c'est-à-dire que je dis moins arbitraire parce que le sens global est plus en relation directe avec le sens des unités composantes, hein, ce qui est au fond une autre façon de parler du figement. Donc enterrer la hache de guerre est moins figé que faire la pluie et le beau temps, qui est moins figé que casser sa pipe. Alors, je vous signale au passage que ce genre de phénomène, mais on le verra plus tard, est aussi valable pour des cas de suffixation. Vous voyez, Poirier est moins arbitraire que Plombier. Pourquoi? Parce que vous avez ce mode de formation des noms d'arbres fruitiers, poirier, pommier, cerisier, etc., qui est très régulier. Et donc le fait de comprendre poirier à partir de poire ne pose aucun problème particulier. Le sens de poire est maintenu dans le sens de poirier. Alors qu'un plombier, bien que vous ayez aussi un mode de formation régulier pour certains noms de métiers, l'évolution du métier a fait que le plomb n'est plus utilisé par le plombier. Donc, bien sûr, historiquement, il y a une justification de cette construction du mot. Mais malgré tout, si on ne l'a pas... je doute qu'un étudiant étranger qui apprendrait le français et qui n'a jamais entendu ce mot puisse le déduire à partir de plomb. Hein, il faudrait qu'il connaisse le mot plomb, mais en supposant qu'il connaisse le mot plomb dans un soldat de plomb, un plombier, bon voilà, devinez qu'il s'agit de quelqu'un qui s'occupe de réparer des salles de bain, des choses comme ça, c'est assez difficile. Donc on a aussi cette distinction, disons, des degrés de figement dans le cas donc des suffixations. Alors, on va terminer par ce tableau d'ensemble qui a l'air un petit peu compliqué comme ça et qui est un tableau réalisé par un linguiste très connu qui s'appelle Meltchouk et qui a travaillé notamment pour fabriquer un dictionnaire électronique sur cette question des phrasèmes, hein, donc, ou des unités polylexicales, tout simplement parce que évidemment ça pose un problème pour l'informatique linguistique, ces unités polylexicales. Hein. Évidemment, on ne peut pas, je veux dire, pour un ordinateur, il reconnaît des caractères, des groupes de caractères séparés par des blancs. Et il faut forcément, disons, programmer l'ordinateur d'une certaine façon pour qu'il soit capable de reconnaître de faire la différence entre une table ronde qui est une table vraiment ronde, qui est une vraie table, et puis une table ronde d'une réunion. Comment faire pour ça, hein? Donc ça a été pendant longtemps un verrou technologique pour faire avancer l'informatique linguistique. Bon, maintenant on a beaucoup progressé sur ce plan, mais ça reste une difficulté réelle. Alors, dans cette perspective, Meltchouk distingue différents types de phrasèmes. Donc vous voyez, la première caractéristique des phrasèmes, c'est que ce sont des syntagmes non libres. Alors, qu'est-ce que ça signifie, syntagme non libre? C'est-à-dire qu'ils ont des limitations dans leur variation. Un syntagme libre, c'est par exemple une phrase comme, je ne sais pas moi, mon voisin a changé de voiture. Bon, mon voisin a acheté une nouvelle voiture. À la place de mon, je pourrais dire
ton, je pourrais remplacer voisin par autre chose, enfin bref, dans une phrase comme celle-ci, rien n'est bloqué, rien n'est figé, n'importe quel mot peut commuter avec un autre. Hein. Alors que dans les phrasèmes, ça n'est pas le cas. Alors on distingue deux grands cas de figure au départ, les phrasèmes conditionnés pragmatiquement et les phrasèmes non conditionnés pragmatiquement, qu'on appelle donc les phrasèmes sémantiques. Ce sont surtout ceux-là qui nous intéressent. Les phrasèmes conditionnés pragmatiquement, qu'on appelle parfois aussi des pragmatèmes, c'est par exemple l'expression danger de mort telle qu'elle apparaît dans des signalisations, par exemple sur dans des endroits où il y a des circuits électriques, des choses comme ça. Donc vous voyez en bas de la diapositive la définition de Xavier Blanco. Un pragmatème est un phrasème qui constitue un énoncé complet et qui est restreint dans son signifié par la situation de communication dans laquelle il est utilisé. Donc on parle de pragmatème parce que là, c'est vraiment une situation qui va limiter sémantiquement l'emploi du mot. Donc évidemment, danger de mort, cette expression dans ce contexte précis signifie pas n'importe quel danger, bien sûr, hein, signifie le danger de mort lié à l'électricité, par exemple. Et on a donc ici, disons, une limitation pragmatique du sens de l'expression. Donc on parle de pragmatème. Bon, mais c'est un peu à part quand même. Hein. Alors, maintenant, les phrasèmes non conditionnés pragmatiquement. Et là, on a deux grandes familles qui sont d'un côté les phrasèmes sémantiques compositionnels et de l'autre côté les phrasèmes sémantiques non compositionnels qu'on appelle les locutions. Donc compositionnel, non compositionnel, vous savez bien maintenant ce que ça signifie, hein, c'est-à-dire les phrasèmes sémantiques compositionnels, c'est qu'on peut reconstruire leur sens à partir des unités composantes, et les phrasèmes sémantiques non compositionnels, eh bien, on va avoir un problème pour reconstituer le sens à partir des unités composantes. Donc ça signifie qu'on a quand même des phrasèmes qui sont compositionnels. Hein. Et ces phrasèmes compositionnels, ce sont d'une part les collocations et d'autre part les clichés. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les collocations ou les clichés? Les collocations, ce sont des constructions dans lesquelles, par exemple, un verbe va être privilégié à un autre. En français, vous dites passer une commande. Mais en anglais, vous direz place an order, et pas quelque chose comme pass, ou je ne sais pas. Bon. Je prends un autre exemple, peut-être plus évident à comprendre, se laver les dents. En français, on dit se laver les dents ou se brosser les dents. Hein. Vous voyez, là, ici, je vous donne un exemple avec, un graphique qui vient de Ngram Viewer, qui montre qui est fondé sur des statistiques d'occurrence à partir de Google Books. On trouve en français beaucoup plus. Alors évidemment, il ne faut pas tenir compte des années, il faut tenir compte uniquement des années à partir de 2000, puisque c'est là que se développent les outils permettant de faire des statistiques à partir des corpus informatiques. Donc il est clair dans cet exemple que se brosser les dents est dominant par rapport à se laver les dents, mais qu'on trouve quand même se laver les dents. Bien. Quand vous regardez en anglais, il est impossible de dire wash your teeth. C'est très très rare, on va dire en priorité brush your teeth. Donc ça, c'est typiquement un phénomène donc, de collocation. C'est-à-dire qu'une construction est privilégiée, un verbe est privilégié plutôt qu'un autre. Par exemple, ici, un verbe, mais ça peut être un nom dans d'autres exemples. Ici, c'est un verbe, mais sans que pour autant, ça pose un problème au niveau de la compositionnalité. Hein. Mais on a quand même quelque chose qui n'est pas complètement libre, puisque je ne peux pas donner n'importe quel verbe équivalent. Par exemple, en français, on pourrait difficilement dire se nettoyer les dents. Hein. Va te nettoyer les dents, c'est très bizarre de dire ça comme ça. Hein. Bon, donc, vous voyez qu'on a quand même une limitation en termes de composition. N'importe quel synonyme ne va pas fonctionner. Du côté
des clichés, donc c'est une autre sorte de phrasème sémantique compositionnel. Ben, on a les formules ou certains proverbes. Par exemple, abondance de biens ne nuit pas, où va la France, hein, donc qui là aussi sont figés, parce que où va la France, bon, on pourrait imaginer quelques variations, mais on ne pourrait pas dire où se déplace la France, par exemple, hein, ça n'aurait pas de sens, parce que c'est quand même une espèce d'expression qui se répète telle qu'elle et qui fait référence à une expression de départ. Bon. Donc on a ces deux types de phrasèmes sémantiques compositionnels, colocation et cliché. Et de l'autre côté, on a les phrasèmes sémantiques non compositionnels, qu'on appelle les locutions. Alors, il y a différents degrés de locution, vous voyez, locution faible, semi-locution, locution forte. Le critère que donne Beltchouk, c'est principalement est-ce que le sens est-ce que le sens des mots qui sont dans l'expression contribue au sens réel de l'unité. Bon. Par exemple, quand vous prenez attendre un enfant, les deux mots attendre et enfant sont, si vous voulez, pour dire être enceinte, hein, attendre un enfant pour dire être enceinte. Non. Ça, c'est donc le phrasème sémantique, c'est la locution, attendre un enfant au sens d'être enceinte. Si vous êtes devant une école et que vous attendez un enfant au sens où vous attendez qu'il sorte de l'école, vous attendez que l'école soit terminée, là, évidemment, on n'est plus dans la locution. Mais là, on parle de attendre un enfant au sens d'être enceinte pour une femme. Bon. Donc, dans ce cas-là, les deux termes attendre et enfant sont cohérents avec le sens final de l'expression. Alors que quand vous prenez fruits de mer, l'un des deux est cohérent, mer, puisque les fruits de mer, on les trouve bien dans la mer, mais le terme de fruit n'est pas adapté. Vous voyez qu'en anglais, d'ailleurs, on dit seafood, nourriture de mer, et pas fruits de mer. Hein. Bon, donc, ici, on a une semi-locution parce que seul un des mots constituant la locution contribue réellement au sens global de l'expression. Hein. Alors que attendre un enfant, les deux mots contribuent au sens global de l'expression, si on veut, sont cohérents avec le sens global de l'expression. Et enfin, dans les locutions fortes ou les locutions complètes, eh bien, aucun des deux mots ne contribue au sens de l'expression. Prendre le taureau par les cornes, alors qu'est-ce que ça signifie? Je le précise encore une fois pour les étudiantes et les étudiants étrangers. Les étudiantes étrangères et les étudiants étrangers, prendre le taureau par les cornes, c'est disons, se charger, disons, prendre en charge une situation, hein, prendre sérieusement en charge une situation pour s'en occuper vraiment, etc. Eh bien, aucun des mots taureau, corne, même prendre, ne contribue vraiment au sens global de l'expression. Hein. De même pour un cordon bleu, au sens d'une cuisinière, d'un bon cuisinier, là, on n'a aucun des deux mots qui ne contribue au sens de l'expression. Hein. Voilà. Alors, je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. Je voudrais déjà que vous réfléchissiez à tous ces éléments. Ça fait déjà un contenu assez important. Je ne veux pas trop surcharger disons, la séance d'aujourd'hui, donc je la fais plus courte que si nous étions en direct, enfin si nous faisions un vrai cours en présence. Donc je vous confirme, mais je l'indiquerai sur le site du cours, que la semaine prochaine nous ferons une séance par Zoom à midi. Et au cours de laquelle vous pourrez donc poser des questions si nécessaire et j'y répondrai dans la mesure du possible, et donc j'annoncerai là aussi, enfin je récapitulerai un petit peu le cours là que je viens
de faire, en allant à l'essentiel, bien sûr, je ne vais pas tout redire dans le détail, et vous pourrez poser les questions si vous en avez. Donc ça, ce sont des points importants. Toutes ces notions de locution, de semi-locution, etc., il est très probable qu'on vous pose des questions sur ce sujet à l'examen. Donc, soyez vigilants et précis sur votre compréhension de ces notions. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.